vais me présenter. Moi, je suis Olivier Chavarenne, j'ai 55 ans bientôt, enfin 54 là, on va dire. Donc je suis un quinquat, je suis pas de Paris. Je suis exilé à Paris, voilà. Je arrive d'un tout petit coin, voilà. Alors, il y aura un bonus pour ceux qui savent d'où je suis, hein, le Forez, voilà. Je suis un gars du Forez, voilà, et je suis aussi américain. C'est vrai que l'alliance des contraires n'est pas le contraire d'une alliance. Ben là, vous en avez la démonstration. Voilà, j'ai un parcours où j'ai voulu quitter justement la France, parcourir nombreux pays. J'ai commencé par Dubaï, j'ai bossé à Dubaï. Alors, je pense à tous nos amis là qui sont sur Insta, ceux qui ont 18, 19 ans, même peut-être moins. En fait, je vous parle de ça, c'est au siècle dernier, les amis. C'est pas Émile Zola, mais pas loin. Au siècle dernier, j'ai connu Dubaï, il n'y avait rien. Si, il y avait des chameaux, une zone franche, du désert, du soleil, beaucoup d'hygrométrie. Et voilà, la résistance déjà. Je faisais des footings à Dubaï. Et oui, en 2 minutes, vous étiez tout trempé, mais je faisais quand même mes footings. Voilà. Donc, j'ai commencé là-bas. En fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est déjà de pouvoir découvrir le monde. Je ne savais pas du tout où était Dubaï. Et c'était aussi, j'ai bossé pour Chanel, j'ai bossé pour de l'agroalimentaire aussi. Et ce qui m'a aidé, moi, j'ai fait ni HEC, ni Polytechnique, ni ELENA. Donc, je suis atypique, hein, ça, c'est pas très dur. C'est la définition d'un parcours atypique en France, voilà, voire suspect, hein, je vous le dis franchement. Ah, il n'a pas fait X. Est-ce qu'on peut l'embaucher? Ça va être dur. Bah non, s'il n'a pas fait l'X, prenez-le. Parce qu'il aura la niaque. Il va dépoter votre boîte, les amis. Allez-y, foncez. Donc j'ai fait Dubaï. J'ai beaucoup aimé Dubaï. Et puis moi, j'ai un grand-père qui était résistant de la première heure au plateau des Glières. Il m'a beaucoup inspiré et donc je suis parti en Allemagne et je parlais pas un mot. Enfin, si, j'étais dernier de ma classe en allemand. J'avais pris allemand, j'étais dernier. Et j'étais premier en anglais. J'ai toujours été, voilà, l'anglais, j'ai toujours survolé, je sais pas pourquoi. J'ai adoré cette langue, j'ai adoré cette manière de penser, voilà. Mais l'allemand pour l'Europe, c'était important. Donc, j'y suis allé et ben, j'ai rencontré, voilà, quelqu'un de chez Grohe, le fils du big boss. Et c'est un coup de chance, hein. Et donc, j'ai commencé par un stage. Je me suis dit, je veux faire un stage. Et dans le stage, dans le service où j'étais, pour vous dire mon niveau d'allemand, il me demandait d'aller à droite, je partais à gauche. Enfin, vraiment, je faisais tout l'inverse. Bon, en 3 mois, j'avais quand même quelques notions. Et c'est là où ça commençait à être sympa parce que après, ils m'ont confié donc tout le marketing pour développer en fait des produits au niveau européen. Et ça a été ma vraie grosse expérience de business avec quelqu'un qui on s'entendait bien. Et puis moi, si j'ai un gros défaut, c'est que j'aime bien avoir à la fois l'opérationnel, mais le côté aussi très stratégique. Et là, on l'avait, puisqu'on avait les financements et on était en ligne directe avec le Big Boss, hein. C'est une boîte qui est cotée au Nasdaq, enfin pas au Nasdaq, c'est EXP qui est coté au Nasdaq, mais qui est cotée en bourse aux US, Delta Faucet. Enfin, c'est vraiment une belle expérience. Et puis au bout d'un moment, eh bien, ils m'ont demandé si je voulais voilà, continuer. Et en fait, c'est là où est arrivée mon épouse qui bossait chez KPMG à l'époque. Et je lui ai dit, écoute, c'est sympa ton job, mais 6 jours sur 7, ça va être compliqué. Mon épouse qui était diplômée d'expertise comptable à 27 ans, je crois qu'on doit être diplômé à 29 ou un truc comme ça. Moi, je vous dis que voilà, ça tourne un peu là-haut, ça tourne beaucoup. De parents qui n'ont pas le bac, donc de parents qui n'ont même pas un CAP. Enfin, voilà, un très, très beau parcours, inspirant. Et elle me dit, écoute, l'allemand, tu veux retourner, ils veulent que tu retournes au siège en Allemagne, ça va être compliqué. Voilà, il faut que tu puisses voir peut-être autre chose. Et moi, je veux bien aller à l'étranger, mais pas forcément en Allemagne. Je n'ai pas envie d'apprendre la langue teutonique. Je lui dis, pas de problème. Donc elle démissionne. Et là, c'est là où a commencé mon coaching. En fait, mon premier coaching, c'était avec mon épouse. Elle était brillante, mais elle ne savait pas se vendre. Elle n'avait pas de notion de stratégie. Et je lui dis, écoute, c'est bien ce que tu fais, mais il y a un moment, il va falloir penser à vivre un petit peu. Et 7 jours sur 7, c'est un peu compliqué. Je sais que c'est une belle boîte KPMG, que tu fais plein de trucs et tout, et tout, et tout. Mais regarde, et à l'époque, il y avait donc Orange, Powertrain, donc General Motors, et puis il y avait Danone avec Cronenbourg. Maintenant, Danone, c'est plus Danone, ça a été racheté. Powertrain, ils ont fait faillite, et Orange est toujours là. Donc à l'époque, elle a pris Orange. Donc elle a commencé Orange et on a fait 4 pays en 18 mois. Voilà. Donc on a quitté la France, on a fait 6 mois en Belgique.
Et moi, j'avais un projet personnel où je voulais vraiment contribuer. Moi, je suis né dans une famille où voilà, il faut donner. Donner, c'est mieux que recevoir. Donc, je me suis consacré pendant 6 mois à être bénévole pour Handicap International. Je me suis occupé des dons et des legs. Et puis après, on est parti donc en Grande-Bretagne. Là, j'ai fait mon MBA, donc ça se collait bien. Ma femme toujours bossait pour Orange. Elle gérait de très très grosses équipes. Et puis après, donc on est parti aux US. Voilà, tout ça en 18 mois. On n'avait pas d'enfants, je vous rassure, hein. Mais voilà. Mais l'international, et je fais une petite référence à Olivier Landrevi. Allez voir Olivier Landrevi, le parcours d'Olivier Landrevi, qui était donc le patron de CAFPI. Il dit la même chose. L'international, ça peut être vraiment un accélérateur de votre carrière. Ça peut, en fait, vous allez découvrir plein de choses sur vous d'abord, sur votre pays. Donc, dès que vous pouvez, apprenez les langues. C'est votre meilleur passeport, les amis. C'est génial. L'anglais, c'est juste 80% de français, hein. Vous allez voir la bataille de Hastings. William le Conquérant, il a laissé beaucoup de mots. Donc, plus vous montez, moi, quand j'ai fait mon doctorat, j'avais les meilleures notes, pas parce que j'étais le meilleur, hein, mais parce que j'écrivais en français, en anglais. C'est aussi simple que ça, les amis. Donc, et mon bouquin, vous pouvez trouver sur Amazon, pareil. Donc, vous laissez pas, voilà, allez en immersion, misez sur les langues, misez sur l'international. Donc, on est resté 8 ans aux US. Quand j'ai su que Orange m'avait recruté après mon MBA et que la veille de mon départ, de mon début, pardon, chez Orange aux US, ça s'invente pas. L'adresse est belle quand même. C'est Sunrise Valley Drive. Pas mal quand même. C'est à Reston, pour ceux qui se rappellent, les amis. Voilà, donc c'est à côté de Washington, c'est à côté d'où est né AOL et tout ça. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que Orange m'a gentiment signifié qu'il y avait un gel des embauches et qu'il ne pouvait plus m'embaucher. C'était super, la vie est belle. On prend tous des grandes classes dans la figure. Ce qui sera un échec pour vous sera peut-être un immense succès pour moi. Et vice-versa, donc tout est relatif, premièrement. Et si on pousse un peu le bouchon plus loin, des éléments ou des faits de sa vie qu'on a pu identifier comme des échecs sont en fait, avec le recul, peut-être des marches qui, mises bout à bout, vous amènent où on veut être. Voilà, donc pour moi, c'est essentiel d'avoir cette... c'est pas un conditionnement, c'est pas forcément non plus un mindset, c'est juste un état d'esprit de base, quoi, où c'est comme on voit le verre à moitié plein. C'est Winston Churchill qui disait, voilà, aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Je pense que c'est hyper important. Mais en tout cas, il avait raison. Il avait vu beaucoup de choses et c'est vrai que cette capacité pour nous à avancer, et c'est pas tête baissée, c'est pas renier la réalité, c'est pas du déni. Qu'on se comprenne bien. Je voudrais pas qu'on aille dans une voie sans issue, pas du tout. Je pense que déjà, il faut définir son plan de route. Il faut voir ce qu'on aime, il faut partir de soi, voir ce qui nous fait plaisir et ce qu'on fait sans grand effort. Voilà. Vous voyez, ça pouvait être un échec. En fait, ça a été un mal pour un bien. Je me suis rendu compte, et je l'ai vu après avec la carrière de ma femme, que jamais, au grand jamais, j'aurais pu être heureux dans cette boîte. C'est une super boîte, mais je suis un entrepreneur. On se refait pas, je suis un entrepreneur. Voilà. Donc, c'est mon ADN. Donc, voilà, Orange, pas de souci. Mais moi, j'avais besoin de créer autre chose. Et c'est là où je dis l'humain vient. C'est mon voisin. Il me voit rentrer. Ce jour, c'était un lundi, je me souviens. J'habitais à Harry Court. Donc, mon voisin de 2 maisons à côté. Il me dit, Olivier, ça va pas et tout. Je lui dis, écoute, non, je pensais vraiment bosser dans cette boîte. C'est une super boîte. Ils sont dans 220 pays. C'est vrai qu'Orange est une belle boîte. Il n'y a pas de souci. Honnêtement, ils sont très forts. Ils font plein de choses super sympas. Il me dit, mais toi, tu adores les langues, tu parles 5 langues, mais monte ta boîte. Je dis, putain, c'est vrai, tu as raison, j'y avais pas pensé, allons-y. Et c'est ça, cette mentalité d'entrepreneur que je voudrais exprimer ici, c'est pensez pas en termes de concurrents, pensez comment vous pouvez gagner ensemble. Et il m'a dit, écoute, tu commences à facturer 20-30 $ et tu verras ce qui se passe, tu verras si ça te plaît, tu verras. 6 mois après, je refusais des clients et je facturais 100 $ de l'heure. Et j'ai fait du coaching comme jamais. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis spécialisé sur ce qu'on appelle les transfer students, c'est-à-dire que je travaillais sur les... Au début, j'ai fait les langues, puis après, j'ai fait le français, l'espagnol, l'anglais, enfin voilà. Et puis, au bout d'un moment, les gens m'ont dit, ben, comment tu fais là, en 3 mois, les gens, ils viennent chez toi. Vous savez, aux US, c'est des notes de A à F. Alors, je vous le dis, mes préférés, c'était les F students, parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Et en 3 mois, je les mettais straight A, c'est-à-dire pas uniquement en français, pas uniquement dans les langues, mais dans toutes les matières.
Et en fait, ils étaient des bons candidats pour ce qu'on appelle des transfer students, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une université moyenne aux US et ils pouvaient aller Harvard, Stanford, Yale et toutes ces belles universités. Et pour ça, il leur fallait ce qu'on appelle un straight A. Donc que des A, en fait, que des 20 sur 20, quoi. Et ça m'a amusé. Et ouais, ça m'a donné la pêche parce que bah, quand vous êtes avec des parents qui viennent vous dire c'est super, ce que vous devenez un héros pour leurs parents. Puis c'est mon histoire en fait. Parce que moi à l'école, j'ai jamais été exceptionnel. Honnêtement, si j'étais exceptionnel pour amuser tout le monde, ça j'étais fort, j'étais meilleur que n'importe qui, je le dis franchement. Voilà. J'ai fait plusieurs écoles, je le dis, j'ai pas, voilà, c'est comme ça, c'est clair. Avant de trouver vraiment ma voie, et pourtant après j'ai fait un doctorat. Donc tout est possible. Voilà, ne lâchez rien, mais c'est une question de passion. Donc j'ai fait ça aux US, donc j'étais un peu occupé, hein, vous voyez, j'avais ma boîte de coaching, je donnais des cours à l'université, je prenais des cours parce que je suivais mon doctorat, et puis j'ai fini donc à bosser, donc j'ai bossé à Harvard, j'ai vu aussi ce qui se passait là-bas. Enfin, c'est juste exceptionnel, quoi. Les gens ils me disent mais pourquoi on n'arrive pas à faire ça en France sur le milieu des startups? Moi je vais être très clair, hein. Tout ce que j'ai vu, c'est vraiment le fait que l'accès au crédit, il y a un problème ici dans ce pays. Et ils peuvent faire 10 stations F, il faut faire. C'est génial, c'est le plus grand incubateur du monde, génial. Mais desserrez les vannes du crédit et ne mettez pas les gens à l'encan parce qu'ils ont planté une boîte. C'est peut-être, encore une fois, on revient sur l'échec, c'est peut-être leur meilleur gage de succès. Ils ne feront pas deux fois la même erreur, vous inquiétez pas. Donc c'est ça, je me suis inspiré beaucoup là-dessus. Et puis, sur cette mentalité-là. Et puis, évidemment, dans mon parcours américain, je ne peux pas non plus passer sous silence le fait que ben nous, voilà, regardez un autre échec de ma vie, peut-être le plus gros échec, vous imaginez? Avec ma femme, on ne pouvait pas concevoir. Et moi, je suis une famille, on est 5 enfants, donc il y avait tous ils ont, mes enfants maintenant, ils ont 13 petits cousins. Donc il y en a vraiment partout, quoi. Pour tous mes frères et sœurs, c'était vraiment, mais qu'est-ce que vous faites? Il y en a que pour votre carrière. Ben non, ben non. Sauf que ça marche pas. Et regardez ce bel échec. Ben, parlez à mes enfants aujourd'hui. On a 2 petits blonds aux yeux bleus qu'on a adoptés à la naissance. Mon fils est né en Floride, ma fille est née en Pennsylvanie. Ma fille vient d'être heu, recrutée à l'ESCP. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc c'est ça, l'aventure humaine. Croyez en vous et croyez au fait qu'un jour, il y a quelque chose qui va se passer. Donc je suis resté 8 ans aux US et après une dizaine d'années au total en ayant quitté la France, on est rentré. Et puis quand je suis rentré en France, ben, j'ai eu cette possibilité de devenir conférencier. Donc de passer, je me suis retrouvé avec des gens qui ont fait l'école du Louvre, autant dire des extraterrestres pour moi, autant dire des gens qui avaient un niveau de connaissance, de savoir sans commune mesure. Et bah, ça m'a inspiré. En fait, j'ai laissé infuser et j'ai beaucoup appris. Et pendant 14 ans, j'ai été conférencier. Donc, je faisais les 150 musées de Paris. J'ai monté ma boîte. Ça marchait bien. Ça m'a beaucoup amusé. Donc, je faisais soit des petits groupes, soit des grands raouts. Voilà, 15-20 000 personnes. J'ai fait sur l'histoire de Paris. J'ai fait enfin, plein de choses. C'est ça le paradoxe. C'est que je suis pas de Paris, mais je connais mieux Paris que beaucoup de Parisiens. La plupart, peut-être même des Parisiens, je peux le dire. Allez, allons-y. Et je fais aussi la Corse parce que voilà, j'aime beaucoup la Corse. Ce côté authentique, ce côté aussi aventure humaine où ben, on est comme ça, quoi. Voilà, on ne prend pas tout le monde, mais quand vous venez, c'est du sérieux. Et puis ça a duré 14 ans, puis le Covid est arrivé. Et le Covid, ben, malheureusement, voilà, a mis un terme à toutes ces activités parce que j'avais beaucoup d'appels. Mais voilà, encore un échec peut-être quelque part. Voilà. Un gros échec parce que je me suis dit: «Ça y est, ma boîte, ça tourne et tout, c'est sympa, je m'amuse bien, je m'éclate». Je faisais donc gastronomie. Entre-temps, j'avais passé un diplôme, j'adore étudier, hein. J'ai pas de télé, j'ai 4 200 livres, donc dès que je peux étudier, apprendre. Là, ce week-end, voilà, je passe un jour à la Fnac, je suis heureux. Je commence à 9 heures, je finis à 21 heures, c'est ma vie, j'adore. Je regarde les bouquins, tout ce qui sort, ça me nourrit. Je sais, je suis un peu fou, hein, mais il faut des fous sur terre, les amis. Et donc j'ai fait ça conférencier, je faisais donc gastronomie, histoire de l'art, un peu de vin. En fait, moi, je suis 19e, mais au début, donc j'ai fait plein de choses sur le 19e. Mais je me suis rapidement rendu compte, vous savez, l'humain, ça compte pour moi, que les gens les plus sympas, c'était quand même ceux qui aimaient la bonne bouffe et le bon vin. Donc, bah, je me suis spécialisé là-dessus et je me suis acheté un petit minivan et je faisais des tours avec 5-6 personnes, voilà, du sur-mesure. Donc, je vous dis, c'est un échec, encore une fois.
Ma vie est une somme d'échecs, mais de manière phénoménale. Plantez-vous, les amis. Allez-y, n'hésitez pas. Trouvez les bonnes personnes, mais plantez-vous plein de fois. Je me suis planté parce que j'ai pas vu venir le Covid, évidemment. Et avec le Covid, la fin du business, parce que moi, je faisais que des clients internationaux, Nouvelle-Zélande, Australie, Américains, Canadiens. Voilà. Je faisais un peu d'allemand aussi. Donc j'ai fait ça. Ça m'a beaucoup amusé, comme j'ai dit. Sauf que le Covid est arrivé et qu'entre-temps, j'ai fait pendant 14 ans de la LMNP, donc location, j'en fais toujours, de la meublée non professionnelle. C'est-à-dire que j'ai pris des maisons, je les ai restaurées et ça, j'aime la belle pierre. Voilà, là, on vient dans l'immobilier. Vous avez vu, on a changé de paradigme un peu là. C'est un peu notre transition. Mais c'est un peu mon truc, le beau. Le beau, pas le beau clinquant, mais c'est qui? C'est Léonard da Vinci qui disait, Da Vinci disait la simplicité et le luxe suprême, et je pense qu'il a raison. Je pense que, voilà, et pour ceux qui connaissent la Corse, ben voilà, c'est un peu ça, une belle maison en pierre, une belle, pas du bling bling, hein, pas du, mais moi qui ai vécu à Dubaï, je peux vous dire que je l'ai vu le bling bling, c'était pas ce qui me plaisait du tout, mais de l'authenticité, du vrai. Et donc, oui, ça m'a parlé. Et donc, je fais du LMNP et je me suis dit, tiens, quand j'avais plus de clients, parce que c'était ça, j'ai encore un autre échec, vous voyez. Ma vie est une somme d'échecs. Répétez-vous ça. Ma vie est une somme d'échecs. Jusqu'au jour où. Et j'avais plus de clients. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir, quoi? C'est un peu con. J'adorais ce job. Et le Covid m'a tout planté. J'y suis pour rien. Mince. Et en fait, je me suis rendu compte que l'IMO, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Voilà. Donc, j'ai fait 15 réseaux d'agents immobiliers. IAD, Safety. Enfin, je les ai tous passés en revue. C'est pas bien ce que je veux dire, mais c'est vrai. Je me suis dit, oula, c'est pas ce que je veux faire, l'immobilier. Vraiment, j'étais pas inspiré. Le modèle économique, je le trouvais pas complètement puissant. Enfin, j'avais vraiment étudié en détail, j'avais regardé les rapports annuels, j'avais... Bof. Une semaine après, dans les Échos. Ah oui, il y a un autre truc qui est super important. Lisez, 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 lisez. D'ailleurs, je poste beaucoup sur LinkedIn, dans les petits génies de l'immobilier. Je partage tout ce que je lis, les articles. Informez-vous à 400%. Et en s'informant, eh ben, j'ai trouvé EXP. Je connaissais déjà des US, mais je ne savais pas exactement qu'ils allaient se lancer en France à ce moment-là. Je vois un article dans les Échos, EXP se lance en France. Je dis, 3 lettres, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'appelle Samuel Co, qui est le PDG. Donc, EXP, c'est fondé en France en décembre 2020. Et moi, on est en février, le 30, le 30 janvier, pardon, et moi je l'appelle donc 30 janvier l'article, et la semaine d'après, donc février, j'appelle Samuel Co. Et je lui dis un peu bravache, je lui dis bah, c'est très intéressant ce que vous faites, mais j'y connais rien à l'immobilier. Ce qui est évidemment pas vrai, mais comme je vous l'ai dit, je préfère toujours en dire un peu moins que ce que je peux apporter. En ayant fait du LMNP pendant 14 ans, sur la partie rénovation, j'ai quand même quelques... Voilà, mais c'est un autre métier que la transac pure. Donc je voulais pas non plus apparaître comme quelqu'un, voilà, et qui disait quelque chose qu'il connaissait pas. Et Samuel me dit, c'est pas grave, on a de grandes choses à faire ensemble. Je rentre chez UXP. Donc là, ça fait 4 ans. Ouais. C'est un beau podcast parce qu'en fait, ça célèbre mes 4 ans. Donc merci Orisha, c'est gentil de m'inviter pour ça. Et donc, on célèbre ce moment-là parce qu'il se passe quelque chose d'assez incroyable où je rencontre quelqu'un vraiment de génial. C'est Samuel Co. J'ai eu, on va dire, 3-4 patrons dans ma vie qui m'ont vraiment inspiré. Je me suis toujours super bien entendu avec mes big boss. Voilà, j'ai toujours été assez inspiré. Mais là, c'est différent. Samuel apporte autre chose. C'est pas un gourou, mais c'est quelqu'un qui a 25 ans d'expérience dans l'IMO, qui connaît bien. C'est quelqu'un qui est propre dans l'IMO. Ça vaut tout son sens. Désolé les amis, mais je suis un peu cash. Il le faut et c'est important pour moi. Droit, et c'est quelqu'un qui vous fait grandir. C'est quelqu'un qui va vous parler cash et va dire Olivier, ça, tu devrais faire ça, ça et ça. Ça, tu devrais. Voilà, voilà. Et tu n'es pas obligé, mais voilà. Et donc, j'ai vendu des maisons chez EXP, sauf que assez rapidement, Samuel me dit, écoute, tu as peut-être une carte à jouer sur la cooptation quand même. C'est un peu ton truc, quoi. On voit qu'il y a quand même du monde qui vient, il y a quand même des gens qui veulent te rejoindre, voilà. Donc, on est en février. Eh bien, 9 mois plus tard, je suis à Las Vegas devant 6000 personnes et parce que j'ai gagné le concours du meilleur recruteur de France. Donc voilà, ça a été le début d'une aventure assez phénoménale, je le dis.
Et c'est toute ta faute, Samuel, si tu écoutes ce podcast. C'est vraiment toi qui m'a donné un sacré coup de pouce et j'en suis vraiment reconnaissant. Merci. Euh, et Samuel m'a dit, au bout de 2 ans, il m'a dit, voilà, j'ai fait 200 entretiens avec lui, donc on en a fait pas mal les entretiens hein, avec plein de monde. Voilà. Il m'a dit, écoute, maintenant, tu peux avoir ta team. Donc j'ai créé la team entrepreneur. Voilà. Euh, Entrepreneur, ça s'écrit un E au début, un E à la fin, et on a enlevé les deux du milieu pour pouvoir déposer la marque. Vous avez compris, parce qu'entrepreneur, c'est quand même presque un nom commun, un nom générique. Donc entrepreneur.com. Et qu'est-ce qui a changé avec cette team? Bah déjà, je me suis dit, ça y est, j'ai un vrai projet, je peux monter ma boîte, je peux avancer. Et quelque part, je peux prendre congé de Samuel. Et je reviens à ma femme. Au bout de 10 ans, je l'ai coaché pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, elle m'a dit, Olivier, c'est bon, j'ai plus besoin de toi. J'ai dit, waouh, super. La fille se débrouille tout seule et elle a continué son parcours. Bon, elle aurait pu être au bord d'Orange sans problème. Elle avait toutes les qualifications pour être, mais elle a eu d'autres contraintes après. Mais voilà, la fille vraiment brillante. Et Samuel, c'est un peu le même niveau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il m'a dit, c'est bon, tu n'as plus besoin de moi. Donc aujourd'hui, à mon petit niveau, dans ma team, je suis en train de redonner tout ce que Samuel m'a donné pendant 1 an, 2 ans. Et on est en train de construire quelque chose d'assez génial. Donc j'ai une team d'immobilier où on vend de l'immobilier parce que c'est ça notre job. Voilà, on est capable ensemble de, comment dirais-je, d'avoir une palette assez large de spécificités. Et à ce jour, j'ai quand même 160 personnes qui m'ont rejoint dans mon organisation. Et c'est que le début parce que EXP est en très forte croissance. Mais c'est pas une croissance centré sur l'abattage et sur la capacité à faire venir les gens et dans 3 mois leur dire bye bye. En fait, j'en veux pas de ça. Pourquoi? Parce que si ça arrive, c'est un échec personnel. C'est que moi, j'ai pas eu le discernement de dire à la personne ben en fait, t'es peut-être pas fait pour l'immobilier. Parce qu'on va pas se voiler la face, les amis. L'immobilier, c'est extrêmement dur. C'est du sang et des larmes. C'est une résilience à 4000%. Je pèse mes mots. Par contre, quand vous allez trouver les personnes, et je voudrais rendre hommage ici à Didier Morand-Valvincent, à notre ami Sébastien Ponce, à Christophe Lejeune, je ne peux pas tous les citer, mais tous ceux qui forment le noyau dur pardon, de ma team et qui y trouvent un intérêt. Parce qu'aujourd'hui, chez EXP, eh bien, non seulement il y a des gens qui me rejoignent, mais il y a des agences. Ça veut dire que, et c'est ça la force de XP, c'est-à-dire qu'on a en fait cette capacité à pouvoir s'appuyer sur 3 sources de revenus. Vous avez d'un côté des revenus forts sur les commissions, c'est-à-dire que nous, dès que vous rentrez chez nous, vous prenez 75% de la com, dès que vous êtes à 80 000, vous prenez 100%. Deuxième pilier, les actions. On est très généreux avec les actions. On donne des actions. Dès que vous rentrez chez nous, vous faites des ventes, on vous donne des actions. On est quand même coté au Nasdaq, au même titre que Apple, Google ou Facebook, donc c'est plutôt très intéressant. Et troisième pilier, et c'est là, je suis désolé, je ne veux pas être humble, mais je veux vous le dire, j'excelle. J'excelle dans le recrutement, ça m'amuse comme un petit fou. Il y a quasiment une dizaine d'agences qui nous ont rejoints. Voilà. Et des belles agences, des très belles agences. Quand vous me rejoignez, vous faites votre production personnelle, vous vendez vos biens, vous avez des actions et vous avez une agence sous vous, bah, vous touchez une commission de toutes les ventes de l'agence. Donc vous vous rendez bien compte qu'en termes de partage de revenus, c'est juste exceptionnel. Et pourquoi ça me plaît énormément, je reviens à l'humain, c'est qu'en fait, mon job, c'est d'amener de la sérénité dans un monde qui l'est pas. Je parle déjà du monde de l'immobilier, je ne parle même pas du monde au sens global, parce que là, j'ai peu de pouvoir malheureusement. Mais c'est un monde où il y a l'ascenseur émotionnel tous les jours. Vous prenez 3 mandats le matin, ça claque 2 fois chez le notaire l'après-midi, et le soir, vous avez un vendeur qui part en vrille. Ça arrive ou qui veut pas baisser son prix, c'est très dur. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie mes KPI, c'est pas ça mes KPI. C'est que j'ai envie de me centrer sur l'humain, déjà d'être hyper exigeant. Je vous ai dit, peu de gens intègrent ma team en fait, parce que je prends à peu près en 10 et 15% des gens qui m'ont rejoint. Et je veux des critères très précis. Je favorise des gens qui sont dans le sport, voilà, à haut niveau, si possible. Donc tous ceux qui sont dans le golf, tous ceux qui sont dans le rugby, tous ceux qui sont dans le foot, n'hésitez pas, venez me voir, on a de grandes choses à faire, on peut se parler, il y a zéro souci. La voile et tout, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des gens qui ne sont pas dans le sport.
Mais je dirais que ceux-là, avec mon expérience et avec ce qui se passe dans la team, on parlait d'échecs. Pour gagner, les amis, il faut savoir perdre. Et quand vous êtes dans le sport, vous perdez tous les jours. Et un jour, vous gagnez, c'est tout. Donc, c'est la même logique. Donc, c'est pour ça que c'est super important. Voilà, j'ai ces gens-là. Et ce que je voudrais dire, c'est que, encore plus important, j'ai en fait une palette. J'ai un spécialiste du viager dans ma team. J'ai un spécialiste du neuf. J'ai un spécialiste des successions. On vient de faire la succession de, bon, je ne peux pas le dire vraiment, mais des familles très connues dans le showbiz ici à Paris. On vient de prendre un appartement place Vendôme aussi des gens très connus. Mais en fait, ça ne fait ni chaud ni froid. On est aussi simple que comme on a commencé, mais on est quand même content de l'avoir fait. Vous avez vu, on a des cadeaux, mais c'est pas pour ça qu'on va se la raconter. En fait, ça nous amuse. Vous voyez, c'est cette distance. De la même manière, on a cette distance par rapport à l'échec. De la même manière, on a cette distance par rapport au succès. Ça va pas nous griser, les amis. Le splendide, c'est notre ADN. Regardez le splendide, regardez Jean-Claude Duss, regardez tous ces gens qui s'éclatent comme des fous, qui se sont amusés comme des tarés, quoi. Ils ont fait un succès de ouf. C'est ça la vie. Trouvez ces belles personnes, trouvez ces gens qui vont vous inspirer, testez-les. Et je veux revenir aussi à Xavier Niel, parce que quand on est entrepreneur, on a toujours l'impression qu'on a en fait trouvé la perle aux œufs d'or, enfin la poule aux œufs d'or, pardon, la perle rare, et qu'il faut surtout en parler à personne. Et j'ai dit ça à Xavier Niel, et Xavier me dit, mais dis-le à toutes les personnes que tu peux, parce qu'il faut tester ton modèle. Si ton modèle, tu penses que tout le monde va le copier, bah, il vaut rien en fait. Et la force, c'est l'équipe que tu auras derrière. C'est pas juste toi. Si tu es tout seul déjà, je veux pas être violent les amis, mais si vous êtes tout seul, vous êtes déjà perdu. Trouvez des gens complémentaires à vous, trouvez des gens meilleurs que vous. C'est ça qui est super important pour vous faire avancer. Et comprenez ce qui les motive aussi. Comprenez et dites-leur dès le début qu'est-ce qui vous perturbe. Parce que peut-être que vous aurez des désaccords, peut-être vous aurez... Voilà. Agree to disagree aussi. C'est important de se dire les choses et de se respecter sincèrement, quoi. Et voilà. Alors, la définition du succès, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je mets. Quand les gens me rejoignent dans ma team, ils signent une charte et il y a la définition du succès de Ralph Waldo Emerson qui nous dit... en fait, le succès, c'est juste contribuer à rendre le monde un petit peu meilleur. Alors vous allez me dire, oui, c'est fumeux, ça ne veut rien dire, concrètement, où c'est que je gagne du pognon là-dedans? Ben, en fait, si. Parce que l'immobilier, encore une fois, c'est un besoin universel, c'est un besoin, vous allez toucher les gens, et si vous aidez les gens, si la mamie qui a du mal à porter ses courses au supermarché, vous la raccompagnez, une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, elle va peut-être vous dire, bah tiens, je connais quelqu'un, il vend son appart. Ah, c'est ça. Donc, contribuez à rendre le monde un petit meilleur, à votre petit niveau. Vous ne prenez pas la tête, vraiment. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'axiome du succès. Puis, moi, je veux le dire, mon succès à moi, c'est que je veux une belle fondation pour l'adoption directe. Parce que mes deux enfants, ils ont changé ma vie. Ils m'ont donné la pêche. Et un jour, ma femme, quand j'ai dit ça à ma femme, elle me dit complètement encore plus taré que je le pensais. Ça fait 25 ans qu'on est mariés. Elle me dit, mais t'es complètement taré, quoi. T'es complètement fou, mon gars. Tu vas nous mettre sur la paille. Et depuis que je suis chez XP, elle me dit, ah, c'est pas mal ton truc. C'est une bonne idée. Donc voilà, succès, c'est à deux niveaux. Un succès de façon générale et perso pour moi. C'est comme ça que je définirais mon succès. Et il y avait une autre question qui avait attrait au conseil. Euh, alors, je vais être un peu cash, hein. J'aime beaucoup la French Tech. J'adore. Sauf que quand je vois Klaxoon qui est racheté là, quand je vois, enfin, je me dis à un moment donné, on est capable en France vraiment de construire des belles choses, de construire. Enfin, il y a Station F, il y a plein de choses. Un, en mode bootstrap, c'est quand même mieux. Ça, c'est mon avis, hein, mais évitez les levées de fonds parce que ça vous prend là et pour moi, c'est pas le sujet. Voilà. Ayez un modèle économique qui marche, montrez que les clients viennent vers vous et des avis et du chiffre et un bilan à proposer. Voilà. Avec une ou deux personnes, ça serait top. Voilà. Ça, c'est génial, honnêtement. Et après, bah oui, vous pouvez peut-être aller vers de la levée de fonds, mais je dirais que c'est l'étape. C'est juste pour aller plus loin. C'est pas pour débuter. Même si de monnaie, même tout ce qu'on. Commencez avec rien. Less is more. Il faut vraiment. Cette approche minimaliste, pour moi, elle est essentielle. Et moi qui ai vécu longtemps aux États-Unis, je peux vous dire que oui, ils sont très forts en entrepreneuriat, mais ils sont aussi extrêmement forts en dépenses inutiles de toutes sortes.
Et quand vous discutez avec les grands patrons de boîtes US, bah, c'est aussi pour ça qu'ils raffolent de nos gens ici en France, parce qu'on est très bien formés, vous le savez, on a de très bons ingénieurs, c'est parce que bah, ils coûtent beaucoup moins cher. Et il y a aussi une notion de fidélité, quoi. Ils ne vont pas forcément tout de suite partir. Donc je dis qu'on a beaucoup de chance. Xavier Niel le dit souvent. Voilà, croyez en vos chances, croyez en la France, croyez en ce qu'on peut vous offrir. Je pense qu'il y a partez pour mieux revenir. Associez-vous avec des personnes, voilà, de manière complémentaire. Et je pense que voilà, le monde vous appartient et je pense qu'il y a énormément de choses à faire ensemble. Regardez ce qu'on est en train de faire sur Mistral, regardez sur l'IA, regardez. Enfin, je veux dire, on est tout à fait capable. Donc, je vois pas pourquoi on ne serait pas à même de pousser un peu plus loin et de voilà. Mais quand je dis Mistral, ça ne veut pas dire Microsoft, les amis, hein, parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait avec Microsoft. On peut aussi être indépendant. Donc, enfin, ça c'est une petite voilà, un petit aparté. Mais essayons de pousser cette énergie et on a tout ce qu'il faut. On a Xavier Niel, on en a plein quand même. Regardez ce que fait aussi le patron de Ledger. Enfin, regardez qui veut être mon associé. Regardez. Enfin, il y a quand même un sentiment de et alors, ce sera ma conclusion. What is the French for entrepreneur? Entrepreneur. This is it. Voilà. Alors, je suis heureux d'être invité à ce podcast parce que c'est via les petits génies de l'immobilier et via la figure de quelqu'un qui est assez phénoménal sur la scène immobilière française. Je dis française parce qu'il est belge, donc c'est pas mal quand même. C'est Tom Delay, quelqu'un qui m'a inspiré dès le début, il y a 4 ans. Un voileux, je dis pas que voilà, c'est le seul élément, mais il navigue très très bien, l'ami Tom. Et c'est agréable de naviguer avec lui. Donc déjà, Tom, je voulais te remercier pour la confiance que tu m'accordes. Mais je voulais aussi remercier pour ce que tu as fait pour l'immobilier en France, sans conflit d'intérêts. Un groupe, en fait, qui est une société à mission et qui permet évidemment à tout un chacun de participer. Il y a aussi un volet caritatif avec Toi et moi pour un toit, avec l'accompagnement des familles monoparentales en précarité de logement. Je pense que c'est aussi en donnant. Donner, c'est mieux que recevoir. C'est tout bête, mais c'est important. Et je crois que tu es l'exemple même de quelqu'un qui donne énormément à travers les petits génies, à travers les conférences qui pensent, à travers les rencontres des conférences qui pensent, et avec évidemment Toi et moi pour un toit. Donc je voulais juste du fond du cœur remercier Tom Delay, remercier les petits génies aussi. Et je voulais vous inviter ici, partout en France, partout dans les zones francophones du monde, puisque maintenant on est aussi au Costa Rica, on est en Espagne, enfin, les petits génies s'exportent. Je voulais juste vous dire que là, vous avez une pépite entre les mains. Prenez-en grand soin parce que Tom a développé quelque chose avec des belles valeurs de bienveillance, d'entraide. Et sentez-vous à l'aise pour créer votre petit génie, c'est-à-dire que vous avez une ville qui n'est pas couverte, et ben vous pouvez évidemment planter un drapeau des petits génies, vous serez ambassadeur, vous aurez beaucoup de visibilité. On fait plus d'1 million de vues sur LinkedIn, donc évidemment ça cartonne, et vous serez le référent. Vous allez donner, ça va rien vous rapporter en termes d'argent, ou si peu, mais vous allez voir, ça va faire décoller votre carrière d'une manière phénoménale, comme les petits génies ont pu m'aider, moi, à mon petit niveau avec EXP. Donc je remercie infiniment Tom Delay et je voudrais conclure avec la notion de peur. Qu'est-ce que c'est que la peur? Parce qu'on a tous peur d'entreprendre, on a tous peur de se lancer, on a tous peur d'aimer, on a tous peur de... Est-ce que... Est-ce que moi je vois mes enfants, hein, comment les relations qu'ils ont aujourd'hui avec les personnes de leur âge, ils ont 18 ans tous les deux, on a tous peur, peut-être qu'on a peur de soi-même en fait, mais à un moment il faut se lâcher et ne prenez pas trop de risques, ne faites pas de levée de fonds comme j'ai dit, allez-y à minima, validez le business plan c'est bien, mais validez surtout des clients récurrents et faites quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous parle. Et cette peur, elle va s'estomper petit à petit. Et après, vous allez rencontrer du monde, vous allez être avec des personnes, si possible, complémentaires. Tout seul, c'est compliqué, hein. La peur, évidemment, tout seul, vous n'allez pas la dompter. Mais à deux, déjà, on a... moi, je le dis dans mes équipes, hein, pour la prospection, on les fait en binôme, les prospections. Justement pour vaincre la peur et pour vaincre cette peur de l'échec, du vent. Voilà, il m'a mis un vent. Maintenant, il t'a pas mis un vent. Il était juste pas intéressé. Peut-être que tu l'as pas abordé de la bonne manière. Enfin, il y a tout un tas de raisons. Mais si vous êtes deux, on en rigole de ça. Rigoler des peurs. Arrivez à rigoler de vos peurs, c'est essentiel. Voilà. Je voulais vraiment remercier Orisha et
Ben, bon vent les amis, mais croyez en vos rêves, allez-y, c'est possible et je vous dis à très vite. La bise.